m'appelle Marc Douguet, je suis maître de conférence à l'université Grenoble-Alpes et je suis spécialiste du théâtre français du XVIIe siècle. Il y a une règle qui apparaît en France aux alentours des années 1640 dans l'écriture des pièces de théâtre et qui s'appelle la règle de la liaison des scènes. Elle implique qu'à l'intérieur de chaque acte, chaque scène soit liée à la précédente par la présence d'au moins un personnage qui reste sur le plateau. Dans les années 1630, il y a très peu de pièces qui suivent ce modèle. On le voit par exemple dans le tableau d'occupation scénique du Cid. L'action progresse par groupe de 2 ou 3 scènes et entre ces groupes de scènes, les personnages se renouvellent complètement. Le plateau se vide. Au contraire, dans les années 1650, la liaison systématique est devenue la règle. Si on regarde le tableau d'occupation de Nicomède, publié également par Corneille, 14 ans plus tard, on voit que le style de composition a radicalement changé. L'action progresse désormais par longs blocs continus et les personnages se passent le relais de scène en scène. Cette règle, c'est vraiment une révolution dans l'esthétique théâtrale et ce que j'ai voulu dans cet ouvrage, c'est étudier les enjeux de ce bouleversement. Dans une première partie, j'étudie les formes et l'histoire de la liaison des scènes, à la fois dans le discours théorique et dans la pratique. Dans un second temps, je me suis intéressé à la disposition des scènes de manière plus générale. Ce que j'ai cherché à comprendre, c'est comment est-ce qu'on transforme une intrigue en une suite de scènes, ou comment est-ce qu'on raconte une histoire en faisant entrer et sortir des personnages sur un plateau dans un certain ordre. Cette opération, c'est ce que les théoriciens du XVIIe siècle appellent la composition, par opposition à la constitution de l'intrigue qui la précède. Cette approche, ça m'a permis d'explorer les liens assez complexes qui existent entre la liaison des scènes, d'un côté, et de l'autre, les 3 unités. Parce que ce sont des principes qui se mettent en place à la même époque, mais qui n'opèrent pas tout à fait au même niveau. Et puis, ça m'a permis aussi d'analyser des phénomènes qui perdurent tout au long du XVIIe siècle. Par exemple, on voit que les moments où les scènes ne sont pas liées servent très souvent à passer d'une branche de l'histoire à une autre. C'est pour ça qu'on peut représenter une pièce sous la forme d'un vaste réseau où les itinéraires des différents personnages s'entrelacent, bifurquent, se croisent, se rejoignent. Et c'est valable aussi bien pour les entr'actes des pièces de Racine que pour les multiples ruptures de la liaison des scènes qui fragmentent les pièces préclassiques. On voit aussi que les dramaturges visent presque toujours à donner au spectateur une sorte d'omniscience, c'est-à-dire qu'ils consacrent des scènes à des personnages différents et que le spectateur en sait toujours plus et en voit toujours plus que chaque personnage pris en particulier. Ce qui change, c'est uniquement la manière dont cette omniscience est mise en œuvre. Dans un cas, c'est par de brusques renouvellements, alors que dans un autre, ça sera par des transformations beaucoup plus graduelles. Il y a une phrase de Corneille que j'aime beaucoup. On est en 1660 et dans le discours des 3 unités, il jette un regard rétrospectif sur l'évolution de la dramaturgie au cours des 30 dernières années. Et voici comment il résume la manière dont la liaison des scènes s'est imposée. Nous y avons tellement accoutumé nos spectateurs qu'ils ne sauraient plus voir une scène détachée sans la marquer pour un défaut. L'œil et l'oreille même s'en scandalisent avant que l'esprit y ait pu faire réflexion, et ce qui n'était point une règle autrefois l'est devenu maintenant par l'assiduité de la pratique. C'est une belle manière, je trouve, de rappeler que la théorie émane de la pratique, mais aussi que nos goûts artistiques sont en partie une affaire d'habitude.